Bienvenue dans Nouvelle Ère, Nouvelle Mère, le podcast qui donne la parole à celles qui vivent leur maternité à l'étranger. Pour ce 5e épisode, je reçois Magali. Quand elle rencontre, via une célèbre application, celui qui deviendra son mari, elle lui dit très clairement « Je ne veux pas vivre en Asie ». À l'époque, elle ne se projette pas non plus dans la maternité et n'aime pas spécialement les enfants. Et pourtant, 13 ans plus tard, Magali vit à Tokyo avec son époux, leurs 2 enfants et leur chien. Dans cet épisode, elle nous raconte le chemin parcouru, ses choix, ses renoncements parfois, mais aussi son parcours de procréation médicalement assistée, ses accouchements, dont un sans péridurale. Un épisode qui nous rappelle une fois encore qu'en expatriation comme en maternité, la vie peut nous amener là où on ne l'attendait pas. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Magali d'être avec moi. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir chez toi. Pour commencer notre entretien, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous parles de ta famille, nous dire où tu habites dans Tokyo. Je m'appelle Magali, je suis vieille. J'ai bientôt 42 ans et j'habite à Tokyo depuis bientôt 10 ans, donc dans le coin de Nishikoyama, donc je vais dire Musashikoyama parce que c'est le coin le plus connu. Donc c'est dans la préfecture de Shinagawa-ku. Et c'est un quartier super sympa, très familial. On adore. On ne bougerait pas pour rien au monde, sauf si on devient milliardaire et on doit bouger ailleurs. Mais voilà, on est dans ce coin-là. Qui vit avec toi dans cette maison à Nishikoyama ? Alors, qui vit avec moi dans cette maison à Nishikoyama ? J'ai mon mari, que je supporte depuis un bout de temps. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Ça fait 2013. 12 ans. Ça fait 12-13 13 ans. Ouais, 13 ans. Ok. Ouais, ça fait donc depuis 2013 qu'on est ensemble, on s'est rencontrés en France et je l'ai rejoint donc au Japon depuis à peu près 10 ans. Dans cette maison, il y a, par ordre d'âge, il y a mes 2 chiens, Gnocchi et Potato, qui ont 8 ans et 6 ans. Qui étaient donc là avant les enfants ? Et qui étaient là avant les enfants. On a déménagé notamment pour avoir Gnocchi, parce que c'est compliqué d'avoir un chien au Japon. C'est vrai. Et puis j'ai mes 2 enfants, donc ma fille qui a 3 ans et mon petit garçon qui a eu 1 an et quelques mois voilà, depuis peu. Super, merci. Donc tu nous disais que tu vivais dans le quartier de Musashikoyama, donc Shinagawa-ku. Est-ce que tu peux nous partager tes bonnes adresses ou tes adresses coup de cœur avec tes enfants, les adresses qui rendent ta vie de maman plus facile ici au Japon ? Alors, les adresses coup de cœur, quand les enfants sont petits, pas scolarisés, moi j'aimais bien aller, du coup c'est dans le quartier de Shibuya-ku, et c'est un jidokan qui s'appelle Koshibuya. Et c'est ouvert à tous les résidents hors Shibuya-ku en semaine. Donc ça, c'est super bien. On peut y aller, donc, il me semble, en gros de 9h à 17h. Et l'avantage, c'est qu'il y a un espèce de café, restaurant le midi, plutôt bon. Bon pour les enfants aussi, parce qu'il y a un menu enfant et vraiment pas cher. Et il y a un jidokan, en fait, un espace jeu pour les enfants qui est plutôt bien pensé, qui est accessible donc au 2e étage pour les hors résidents. Et pour les résidents, apparemment, ils ont tout le bâtiment et c'est génial, quoi. Il y a des étages, sur les étages au-dessus, il y a un espace qui a l'air incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, les photos de l'espace du Jidokan pour les résidents, elles sont incroyables. Et moi, la première fois que j'y suis allée, je pensais aller là avec la structure de bois qui fait comme un tipi. Et quand la nana, elle m'a dit « Ah non, c'est juste là !» Je me suis dit, punaise, c'est mensonger. N'empêche, l'espace pour les hors résidents, je trouve quand même plutôt sympa. Il est bien pensé, puis c'est plutôt neuf, et je trouve ça sympa. C'est agréable. Alors que j'ai fait quand même pas mal de jidokan aux alentours de chez moi, à Nishikoyama, et c'est plutôt assez vieillot. Et après, si on peut payer, on a les moyens de payer, il y a ce que j'aime bien aussi à Futako Tamagawa, le Eric Carle, qui est quand même sympa, et pour le coup, c'est aussi tout âge. C'est vraiment très très sympa. Et bon, c'est un peu cher. Ouais, c'est un peu cher. C'est 2300 yens, je crois, la journée. Et la première fois, c'est 2500 yens, mais il t'offre un petit gobelet, et là-dedans, tu peux boire. Oui, il y a un corner de boissons gratuites, c'est vrai. Voilà, donc c'est un truc qu'il faut y penser, c'est sympa. Et il y a des casiers. Super. Et le truc sympa aussi que j'ai bien aimé, alors j'ai été déçue la première fois, mais après je l'ai fait à Nagoya, c'est le Ampaman Museum. Ok. Alors le Ampaman Museum, t'as 2 étages, t'as un étage où tu payes, et si tu réserves pas les petits shows à l'intérieur, clairement c'est cher et ça vaut pas forcément le coup, c'est blindé, il y a plein de gens, enfin c'est une horreur. Il y a l'étage, le premier étage ou le deuxième, je sais plus, où t'as les restaurants, c'est sympa et ça suffit largement sans avoir payé, tu peux manger sur place. T'as des petits goodies, des petits trucs sympas, Ampaman pour les enfants qui adorent Ampaman. Donc je trouve ça plutôt sympa. L'étage où tu payes, c'est sympa si tu penses à réserver. Donc faut penser à réserver. Y a un petit show à l'intérieur dans un petit théâtre. Et ça c'est vraiment sympa, c'est un supplément. Mais c'est vraiment sympa. Parce que du coup on l'a fait à Nagoya. Et à Yokohama.
Et en fait, à Yokohama, c'est dans une tour, c'est un peu un truc de bâtiment, c'est restreint. Donc, on a fait les 2 étages, on a trouvé sympa, mais c'était blindé de monde, et clairement, on a été un peu déçus. Vous êtes allé en week-end? Et on y est allé un week-end, je crois, ouais. Et donc, voilà. Et, mais à Nagoya, on y est allé en week-end, mais c'est à l'extérieur. C'est vachement plus grand, c'est à l'extérieur. Donc, c'est sympa, mais par contre, t'es obligé de payer dès l'entrée. Super. Donc, c'est des trucs à faire, pour ceux qui aiment bien Ampaman, c'est facile pour les enfants, à vraiment tout âge aussi. Ok. Et pour les restaurants, ce que j'aime bien, c'est le Yusoshi, à côté de Koshibuya. Je sais pas si tu connais les restaurants Chanoma. Pareil. Alors, c'est un restaurant où c'est full matelas. L'avantage, c'est que tu peux réserver sur Internet. Enfin, sur le Google Maps, t'as un petit lien réservé en ligne. T'as pas besoin d'appeler les gens. Quand tu parles pas japonais, c'est pratique. Super. Ouais. C'est terminé. Futako Tamagawa, il y a aussi il y a un Chanoma. Donc c'est le restaurant, ça? Donc ça, c'est un restaurant, pareil. Et donc, t'as 2 options sur chaise normale, classique. Ou bien, t'as des espèces de matelas aussi. Ok. Et c'est des family restaurants? C'est family restaurant, ouais. Et il y a je sais pas, peut-être on le dit en anglais, le 100 Spoon. Et du coup, c'est un restaurant pareil qui est à Futako Tamagawa, qui est pour le coup hyper kids-friendly. Okay. Parce que j'ai fêté l'anniversaire des 1 an de mon fils là-bas avec des copines qui avaient, pareil, leur fils qui avait 1 an. Et ils t'apportent une espèce de grosse cuillère en bois avec marqué dessus ce que tu veux, avec des fruits, des machins, des étincelles et de la musique. Bon anniversaire. Bien. Et l'avantage, c'est que la nourriture en plus c'est pas trop mauvaise pour les adultes, je la trouve plutôt bonne. Et pour les enfants, c'est gratuit. Ils ont des plats payants, mais ils ont aussi des petits plats plutôt sympas et bons pour les enfants et gratuits. Ok, c'est bon à savoir. Et attends, et là quand tu dis t'as fait l'anniversaire de ton fils là-bas, parce que c'est quand même un établissement qui propose vraiment des anniversaires. Eh ben, en fait, c'est une formule anniversaire. C'est une formule. En fait, t'arrives sur place et j'ai même pas réservé. On y est allé sur place, on s'est dit on a de la place et on dit je veux la cuillère pour l'anniversaire machin et donc ils arrivent avec tout le monde. Ouais. Ok, trop cool. Avec la musique, les cotillons. Les cotillons presque, non mais les trucs les feux d'artifice. Les feux d'artifice, ouais, c'est ça. Ok, trop cool. Donc c'est vraiment sympa. Bon, Par contre, c'est plein le week-end, faut quand même s'y prendre à l'avance, mais en semaine, c'est plutôt calme. Comme quand même majoritairement partout à Tokyo, le week-end c'est blindé et dès qu'on va faire un truc avec les enfants, en fait il y a tout Tokyo avec ses enfants qui est au même endroit. Mais après l'avantage c'est que aussi à Tokyo tout est kids friendly dans tous les centres commerciaux. Alors tout à l'heure tu nous as dit que tu avais suivi ton mari ici, que tu l'avais rejoint. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a donc amené à t'installer au Japon, dans quel contexte, voilà, nous parler un peu de toi à cette époque. Alors on s'est rencontrés en 2013 à l'époque, donc on s'est rencontrés et je lui dis bonjour, je m'appelle Magali, je ne veux pas vivre en Asie. Et lui il me dit bonjour, je m'appelle Julien et je veux vivre au Japon. Ah on est mal barré. Attends, vous êtes rencontrés où pour lui dire ça? Alors à Paris et c'était adopte un mec via une application. D'accord. Voilà. Et toi, attends, pourquoi tout de suite tu lui dis que tu veux jamais vivre en Asie? Et ben en fait, on discutait avec ma tête asiatique, forcément les gens ont envie de dire je suis vietnamienne, est-ce que j'ai envie de retourner aux sources? Alors déjà, je suis née en France, à Bourges, au fin fond de la campagne, et clairement ça se voit pas, mais je suis jaune à l'extérieur, mais je suis plutôt blanche à l'intérieur. Enfin, je suis née en France, j'ai toujours vécu en France. J'ai toujours parlé français, je parle pas vietnamien ou très peu avec mes parents, voilà, enfin pour moi je suis française. Bien sûr, oui, mais t'es d'origine vietnamienne, donc tout de suite donc les gens se disent dans ton date, tu précises tout de suite je suis d'origine vietnamienne, mais pour autant ma vie est en France et je n'envisage pas du tout un jour d'aller vivre au Vietnam. De fil en aiguille, on se dit on se fait un petit CDD quoi entre nous, et puis lui il veut partir en working holiday, donc vas-y fais ta vie. Enfin le temps qu'ils mettent ça en place, ça a pris quand même 2 ans, donc on est resté quand même 2 ans en CDD ensemble. C'était un long CDD reconductible. Et il a décroché son working holiday et il a pu donc quitter son travail, il devait vendre son appartement, donc il y avait des procédures, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps. 2-3 mois avant qu'il parte. Pour moi, c'était fin du CDD, au revoir, quoi. Et mon petit mari qui me fait, à l'époque, mon petit copain qui me fait, non, mais ça peut pas se terminer comme ça. 2 ans. Donc on essaye à distance et moi, je me suis dit, vas-y, fais ton working holiday, de toute manière, tu vas rentrer. Le working holiday, ça a une durée déterminée. C'est 11 mois, je crois, un truc comme ça, ou 1 an. Est-ce que quand tu dis working holiday, c'est ce qu'on appelle le PVT maintenant? Oui, c'est ça. D'accord. Et à l'époque, il avait en plus pas posé sa démission, il avait juste posé une année sabbatique au cas où. Donc, disponibilité. Voilà, donc année sabbatique de 11 mois. Et il avait posé 1 mois de congé, un truc comme ça, il avait cumulé. Et donc du coup, donc salut, on se revoit dans un an. Et voilà. Et attends, et là quand tu sais qu'il part, votre idée en tête c'est de ne pas vous voir pendant 1 an, ou toi tu prévois quand même d'aller faire un petit voyage au Japon pour à un moment couper ces 11 mois qui vous attendent en fait. C'est quoi votre organisation à ce moment-là? En fait, avant de partir,
Il me dit non, mais on peut pas se quitter comme ça, ça serait dommage. Viens voir le Japon et on verra. Je bah, ouais, si tu veux. Enfin, pour moi, le Japon, je connaissais pas à part les mangas. Pour moi, c'était l'Asie comme le partout. Vietnam, la Chine Oui. et clairement le bled. Voilà. Donc, j'avais une image plutôt négative de l'Asie, étant moi-même asiatique. Enfin, c'est pas trop mon truc. Et je dis ok, bah je vais essayer de voir avec ma chef. J'essaie de prendre une semaine. Et du coup, il est parti en mars. Et ma chef a pu me dégager une semaine parce que j'étais consultante à l'époque et j'étais tout le temps en déplacement. Elle me dit je te débloque du mardi au mardi. Donc t'as ça de dispo, tu peux y aller. Ok, c'est parti. Donc en fait, il m'a pris mes billets et il m'a dit tu viens fin mars, donc pendant les Sakura. Trop de chance. Tu viens et tu verras. Donc il est parti un mois avant moi. Ouais. Je l'ai rejoint après et j'ai fait c'est cool le Japon. Ouais. C'est sympa, Ouais. surtout en tant que touriste. Je me dis, c'est sympa, il fait pas si froid, les gens sont sympas, c'est propre, c'est discipliné. Coup de cœur un peu. Je me quand suis même. dit, Enfin, il y a un je me ressenti suis toujours qui arrive. dit cool. Ouais. Mais je me suis pas dit, je vais y vivre. Enfin, c'était ma première fois au Japon. Et je me suis dit surtout, bonne chance mon gars pour trouver du travail. Ah ouais. Donc en fait, il arrive au Japon, il s'est inscrit dans une école de japonais pour améliorer son japonais. Et il a voyagé, il a fait des baito, il a fait des trucs. Et on devait se retrouver au Vietnam en août. Donc on s'est vu en mars. Ouais. En août, on se croisait au Vietnam. Donc moi, j'avais un voyage avec ma famille. Lui, il m'a rejoint avec ma famille. Il a envoyé des CV en septembre. Et fin septembre, il me dit « Magali, j'ai trouvé du travail. » Et c'est là qu'il me dit « Tu veux me rejoindre ?» Pardon. J'ai mal ouï là, j'ai dit pardon. Il me dit tu veux me rejoindre, j'ai trouvé du travail. Alors si tu veux venir, tu me rejoins quand tu veux. Ouais en fait non, enfin c'est pas quand je veux, j'ai pas dans ma tête, c'était pas après. Parce que toi là, attends. Il part en février. Vous vous voyez en mars, c'est cool le Japon. Vous vous voyez en août, t'as ta vie au Japon, moi j'ai ma vie en France. Ouais. Et là, il y a aucun moment où toi, entre cours de tous ces mois où ça s'est écoulé, tu t'es dit en fait, moi ce gars-là, en fait. Je suis quand même à fond en fait, j'aimerais quand même plus en fait. J'ai découvert le Japon, j'aime le Japon, ça m'a plu, je pourrais envisager. En fait, il y a aucun moment où le truc un peu s'est immiscé en toi en te disant oui, je pourrais le rejoindre. En plus, j'avais 30 ans, je me suis dit c'est le moment de se caser. Je me suis dit en fait, il veut faire sa vie, ça sert à rien de forcer un mec à revenir si c'est pas ça et aller contre ses choix. Et je me suis dit c'est une rupture en puissance après. Oui. Donc fais ta vie, fais ton truc. Et on verra ce qui... Mais toi, pour autant, le doute s'immisce pas en toi pour dire, en fait, moi, je pourrais y aller. Moi, ça pourrait me plaire. Pas trop. J'ai commencé un nouveau job pas si longtemps que ça. Je commençais à avoir un rythme. J'avais un cheval en mi-pension. J'avais mon travail. J'avais ta vie. Ma vie. Et c'était rempli. Et en fait, il y a eu le 13 novembre. Ah oui, ok. Et là, le flip, parce que du coup, lui, il était au Japon. Il a flippé parce que donc moi j'étais à Paris à ce moment-là et ensuite j'ai eu pas mal de missions en fait en Belgique et je me suis tapé les attentats à Molenbeek. Donc mais oui c'est vrai. Moi j'ai enchaîné. Mon client était à Molenbeek et en fait on a dû rester enfermé une journée dans le bâtiment du client parce qu'il y avait des fusillades. Donc t'entends les boum boum boum. T'as mon chef de projet qui me fait vous inquiétez pas c'est juste des pétards. Non c'est pas juste des pétards, t'es dans le bâtiment et tu bouges pas. T'as pas le droit de bouger parce que c'est dehors. C'est autre chose, ouais. Les consignes de sécurité sont différentes que juste des pétards. On est resté... en plus, je suis restée une semaine bloquée en Belgique parce que du coup, les Thalys ne circulaient plus. Mes parents étaient prêts à venir en voiture, venir me chercher, mais je fais non, c'est bon, calmez-vous, on va voir ce qui se passe. Et en plus, j'étais à 3 stations où il y a une station qui a pété. Donc j'ai logé à 3 stations là où ça a pété et là, je fais... l'Europe, c'est peut-être pas fait pour moi. On va réfléchir un petit peu et puis ensuite, on va partir. Ouais. J'accepte ta proposition si elle est encore valable. Je te rejoins si tu veux. Il fait ouais, pas de souci. Donc j'ai posé ma démission début janvier. Je crois que c'était en janvier les attentats. Donc fin janvier, j'ai déposé ma démission auprès de ma chef en lui disant tu as 6 mois, 7 mois pour me remplacer. Donc je lui laisse beaucoup de temps. Je lui dis écoute, là l'Europe, je sature un peu. Je vais rejoindre mon petit copain à l'époque au Japon. J'étais trop vieille pour un working holiday, un PVT, parce que j'avais plus de 30 ans. Ah oui. Donc, j'ai dû faire des papiers et des dossiers pour une école de japonais. Parce que on voulait pas se marier pour se dire qu'au final, le Japon, c'est pas mon truc et je rentre en France, quoi. Je comprends. Voilà. J'ai fait 1 an d'école de japonais. Je parle toujours pas japonais. Donc, on ne se moque pas. Ouais. Donc, tous les matins, t'imagines, du lundi au vendredi, tous les matins, 3 heures de japonais. Et en plus, ils voulaient pas me changer de cours. J'étais vraiment nulle. Moi, quand j'étais à Paris, je mettais 10-15 minutes pour aller au travail.
Là, je mettais 45 minutes en métro pour aller à l'école. Ouais, Tokyo, tout semble proche et tout est si loin à la fois. 1 an, je supporte, mais là, je peux plus. Donc, soit je rentre en France, soit on se marie. Ça se présente. En fait, j'en ai eu marre. Je dis, soit on se marie, soit je rentre en France. Il laisse traîner les choses. Et en fait, moi, je voulais un chien. Et pour avoir un chien, il faut un appartement adapté. Et en fait, quand on a changé de logement, on va voir l'agent immobilier. Il dit, oui, voilà, j'ai une maison, voilà, tout va bien. On lui donne le dossier. Et donc, sur le dossier, c'était marqué Kanojo. Donc, c'est-à-dire petite amie. Et là, l'agent immobilier, un peu vieux jeu, il fait, ah, petite amie, chotto, Muzukashi, ne. Et là, ah oui, mais non, mais on a engagé, on va bientôt se marier. Et là, je la regarde, je fais, pardon, ah bon? Ah oui, bah oui, je suis sa fiancée. Donc du coup, il barre le petit Kanojo et on a la maison. Donc on se marie le 30 décembre en France. Le 14 avril, on fait une fête au Japon. Et le 27 octobre, on fait une fête au Vietnam. Voilà. Donc on a organisé... Vous avez fait 3 mariages? On a fait 3 mariages. C'est génial, j'adore les mariages. Ouais, mais moi j'ai trouvé ça cool. Ouais, de faire la fête. Donc là, comme ce mariage arrive quand même, on va dire, je dirais pas précipitamment, parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a une volonté de vivre ensemble sur le territoire japonais, c'est réfléchi. À quel moment la question des enfants, elle arrive dans votre couple? La question des enfants, c'est pas du tout posé au début, parce que je voulais pas d'enfants, j'aime pas les enfants, quand je les vois, ça me... Et effectivement, on s'est posé la question, pas rapidement, parce que je suis rentrée en France, j'ai fait parce que je prenais mes rendez-vous gynécologiques toujours en France, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'on rentrait régulièrement. Et parce que t'as un professionnel peut-être de confiance, et puis c'est dans ta langue, tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça, c'est par habitude, je pense. Confort. Enfin, j'allais prendre l'avion, et j'ai un appel du cabinet, et il me dit, résultat à votre frottis, vous avez des choses qui sont... Enfin, c'est pas bon. C'est pas bon. Du coup, c'était papillomavirus. Et il me dit c'est pas bon et le stade est plutôt avancé. Et je fais ok, d'accord. Et il fait prenez contact avec un médecin sur place pendant à l'époque les 12 heures de vol. Tu sais toi à l'époque ce que c'est? Enfin, tu sais ce que ça implique ou pas? Au début je savais pas que c'était le papillomavirus quand il me l'a dit par téléphone. Quand j'arrive au Japon, je prends rendez-vous à la Tokyo Medical Surgical Clinic, à côté de la Tokyo Tower, qui est un cabinet avec des médecins anglophones et un médecin francophone d'ailleurs. À l'époque, il y avait une gynécologue française et je suis contente qu'elle n'ait pas été compétente sur mon cas. Et donc, elle me renvoie auprès d'un autre médecin compétent. Et heureusement, donc lui, c'est lui qui m'explique tout. Donc il parle anglais très très bien, il me fait des schémas, il m'explique tout comment ça se passe. Et il me dit, vous avez un papillomavirus au stade, en gros c'est le stade avant le cancer. Donc déjà ça te fait un peu flipper. Ouais. Il me dit, j'ai 2 possibilités. Donc déjà dans un premier temps, je vous refais une espèce de biopsie pour voir. Et en fait, à force, donc j'ai eu un prélèvement en France déjà. Il m'a refait un prélèvement du coup ici. Et à force de faire des prélèvements autour du col de l'utérus, il y a quasiment presque plus rien. Ouais. Il me dit, vous devez vous faire opérer. Donc, soit je vous opère, soit vous faites en France, mais vous devez vous faire opérer pour faire ce qu'on appelle une conisation. Donc, en gros, il coupe une partie du col de l'utérus. Il me laisse réfléchir. Et moi, je me dis, alors, soit je le fais en France, faut les billets d'avion, faire le suivi en France. J'ai pas forcément envie de rester en France pour... Ou bien je le fais au Japon. Alors, en France, c'est pris en charge. Donc, tu payes que le billet d'avion. Mais il faut faire les suivis, les machins, les trucs. Au Japon... j'ai tout payé, mais parce que c'est lui. Je pense que si j'étais passée par une clinique japonaise, ça aurait pu être pris en charge. Oui. Mais vu que c'est une clinique internationale, c'est pour ma poche. D'accord, j'ai compris. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et ça devait être l'équivalent à l'époque de 1 000 €. Et je me dis, je vais payer les 1 000 €, c'est un billet d'avion, de toute manière, je vais payer les 1 000 €, je vais payer l'opération. Donc je me suis fait opérer à Aiko Hospital. On se posait la question des enfants. Le gynécologue que tu consultes et donc qui fait ce diagnostic, qui fait cette opération, est-ce que lui à un moment il t'alerte sur des conséquences que peut avoir le papillomavirus sur la fertilité? Il m'a rien dit sur la fertilité. Il m'a dit lui c'était pas un sujet. C'était pas un sujet. Il m'a juste dit attention, votre col sera un peu plus rétréci. Est-ce qu'il te dit il faut attendre 1 année justement pour cette vaccination, que cette vaccination soit bien complète? Voilà, il m'a dit par contre oui effectivement idéalement pas de sexe pendant 1 an ou protégé. Donc pour faire des enfants c'est un peu compliqué. Donc 1 an après, vous avez bien réfléchi à la question et là vous vous dites on veut des enfants. On veut des enfants. On essaye 6 mois, on essaye 6 mois tout seul. Ça n'a pas marché et du coup pendant 6 mois on demande l'aide de notre gynécologue. On lui dit, écoutez, on essaye, ça fonctionne pas. Il fait, ok, on essaye. Donc, il me prescrit au début des médicaments pour booster un peu ma fertilité. Et puis, il me dit, si ça marche pas au bout de 2 mois, enfin, au bout de 2 essais, on va essayer ce qu'on appelle l'insémination artificielle, IUI. Donc, en gros, il prélève le spermatozoïde de mon mari et il injecte directement, il détend un petit peu et il l'injecte directement à l'intérieur, sans prélever quoi que ce soit chez moi. Donc, voilà, il fait ça. On fait 3 essais, ça fonctionne pas. Donc, à chaque fois, ça a un coût, c'est 20 000, sans compter le
prix de la consultation. Des compléments. Tout ça. Oui. Et il me dit, bon, bah ça fonctionne pas, je vais vous diriger vers une clinique de fertilité. D'accord. Donc, il me fait une lettre de recommandation auprès de la Fertility Clinic. Donc, on prend notre premier rendez-vous. Je me rappelle, c'était la date de mon anniversaire. Donc, le 15 janvier 2022, j'ai mon premier rendez-vous avec le docteur sur place, là, qui fait un test. Il me dit, ok, il parle tout doucement. Il est japonais ? Il est japonais, mais il parle très bien anglais. C'est le seul qui parle anglais, je pense. Il parle quand même anglais. Et donc, il parle tout doucement. Il nous explique la procédure. Il dit, voilà, on va faire des tests, on va faire des prises de sang régulièrement. On va voir votre taux d'hormones, voir comment ça se passe. On va aussi prélever donc du coup du spermatozoïde de votre mari, on va tester, on va voir, on va nettoyer. Donc on fait les premiers rendez-vous le 15 janvier. Il attend que j'ai un cycle pour faire des prises de sang pour savoir du coup le taux d'hormones. Je commence mon traitement, je crois, début février. Donc c'est injection tous les jours dans le ventre, plus prise de sang tous les 2 jours, je crois, pour savoir s'il régule ou pas les injections d'hormones. Oui, le dosage. Le dosage, donc plutôt bien dosé dès le début. Ouais, plutôt bien dosé. J'ai eu de la chance, donc pas de prise de poids. Mon mari, il me dit qu'en termes de changement d'humeur, ça change pas d'habitude, donc bon, je devais être casse-bonbon tout le temps. Et en fait, après donc la stimulation de prise d'hormones, j'ai ma première ponction, récupération de ponction d'œufs début mars. Et là, il me dit, donc j'ai 5 œufs qui sont fécondés, du coup, 5 œufs fécondés. Il en garde 4. D'accord. Et après 5 jours, il en a gardé plus que 3. D'accord. Et il me dit, c'est plutôt un bon résultat. C'est un bon résultat parce que, heureusement, je n'ai rien lu sur la PMA avant. Parce que je pense que c'est plutôt anxiogène d'avoir les témoignages de machin. Parce que j'ai lu après qu'il y avait des femmes qui faisaient des injections, elles faisaient genre 12-15 œufs et... Rien. Et heureusement, nous, on en a eu 3. En avril, donc le 2 avril, je me fais donc implanter l'œuf et je suis enceinte. Et en fait, le début mai, il me dit, je suis un suivi pendant 1 mois avec ce gynécologue-là. Et au bout d'1 mois, il dit, c'est bon pour nous, tout va bien, ça roule. Vous sortez de la clinique et vous voyez votre gynécologue habituel. Et vous retournez sur le processus habituel. C'est ça. Incroyable. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et en décembre, j'accouche. Donc en fait, tout 2022, j'ai fait mon début de fertilité. Et début décembre, j'accouche de ma fille, quoi. Je voudrais qu'on parle de l'accompagnement, enfin, on va dire de l'attitude et un peu de l'accompagnement. Tu vois, comment toi, tu as perçu ces professeurs, ces nurses autour de toi, tu vois? À la clinique de fertilité, je sais pas comment c'est en France, mais en tout cas, au Japon, on est quand même clairement un numéro. Parce que, donc, t'as des écrans partout, donc, on t'appelle à des salles d'examen. Et en plus, la salle d'examen, alors, tu perds toute pudeur. Mais tu perds toute pudeur. Mais ça, oui. En plus, c'était pendant Covid, donc tu sais, t'as des masques tout le temps. À l'époque, donc, ils fournissaient plus de serviettes ou quoi que ce soit, tu sais, pour te couvrir. Ah, d'accord, tu devais amener ton matériel? Non, ils te disaient porter une robe pour pouvoir soulever. D'accord, ok. Donc, j'avais une robe plus ou moins, mais moi, j'étais pas très pudique à l'époque, mais alors là, encore moins. Oui. Et en fait, le siège, c'est un siège automatique. Oui. Il t'allonge et il t'écarte automatiquement les jambes. Tu fais, d'accord, ok. Donc, tu... Ce premier contact, je trouve quand même, avec la position d'examen gynécologique au Japon, c'est... J'ai du mal à trouver mes mots pour le décrire. Il y a quand même un côté... Waouh, c'est ça. En même temps, ils font attention parce que tu sais, t'as un rideau quand même. Oui, alors justement, c'est attends. Bizarre, pour qu'on se représente le truc, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais vécu ça, il faut imaginer une chaise, donc oui, en effet, comme dit Magali, qui est automatique. Il y a une pédale, littéralement, ils appuient dessus. Le siège s'incline. Et ça écarte les jambes. Voilà, vos fesses descendent, les jambes montent. Remontent un peu. Et voilà, et en effet, les jambes s'écartent de chaque côté. Et là, souvent, il y a un rideau qui est tiré au niveau du pubis. C'est ça. Pour que... préserver, je sais même pas, et je pense que dans leur... c'est quoi, pour préserver notre intimité, enfin notre pudeur, ou leur éviter une gêne. Franchement, c'est quand même... Le regard, je pense que c'est surtout ça. Moi, j'ai halluciné la première fois. La première fois, c'est choquant, bizarre, mais au final, moi, je me suis... Non, mais on s'habitue, bien sûr, mais la première fois, c'est choquant, bizarre. Oui. Et surtout que la première fois, je sais pas toi, mais moi, la première fois, c'était dans la clinique pour constater la grossesse. Et donc, en fait, quand j'ai été installée, le médecin n'est pas tout de suite arrivé. Mais je voyais les pieds. Oui, les pieds de gens derrière qui marchaient. Et surtout, je voyais que la lumière était différente. Le halo de lumière était différent. Donc, je me suis dit, en fait, derrière, c'est un couloir. Non. Je ne suis pas dans une salle... Si, moi, j'étais dans un box, mais je pense qu'on était plein... Il y avait plein de box. Et je pense que littéralement, il y avait un couloir qui distribuait... Oui. Ah non, là, je te jure... Non, c'était vraiment salle individuelle. C'était vraiment... T'as un petit sas pour te poser. Non, Et puis, t'as les nurses, pour le coup, étaient très... Elles sont sympas. Elles parlent... Il y avait une traductrice.
Mais sinon, les nurses se débrouillent pour au moins te parler un peu en anglais ou te parler. En tout cas, la clinique de fertilité, c'est un peu particulier, mais au final, les gens sont très gentils, ils sont doux. Moi, j'ai eu de la chance, Julien m'a accompagnée à tous mes rendez-vous. Vraiment, c'est bien ça. Tous mes rendez-vous, même les trucs anodins, enfin, tous mes rendez-vous, il était là. Parce qu'il y a la barrière de la langue, j'étais pas forcément à l'aise, moi, en anglais. À l'époque, je me sentais pas à l'aise en anglais. Et mon mari parle japonais, et donc du coup, au cas où... oui, bien sûr. Voilà. Et je pense que ça nous a encore plus rapprochés, parce qu'il a fait vraiment tous les rendez-vous avec moi. C'est bien ça. Sauf, alors, le rendez-vous super important, le jour de l'implantation, il arrive en retard. C'est déjà fait, monsieur. Voilà, c'est ça. Mais il devait pas être dans la salle avec moi, mais j'étais déjà debout, j'attendais dehors. Je comprends. Voilà. Mais du coup, la clinique de fertilité, donc pareil, c'est une clinique privée, donc ça a forcément un coût. En France, c'est pris en charge, je suppose, mais au Japon, t'as une aide. Alors si c'est à Tokyo, t'as une aide de Tokyo. Donc là, on a dû payer de notre poche à peu près 1 200 000 pour la fertilité. Donc ce qui concerne les traitements, collection egg, l'implantation, enfin tout. Et il y a la mairie de Tokyo qui nous rembourse, je crois, 400 000. Et je pense que maintenant, ça a augmenté. À l'époque, moi, c'était 400 000 yens. Juste pour la fertilité. Pour la fertilité. Ok. Mais après, l'avantage, c'est que tu peux aussi déduire ça au tax office. Oui, on peut soumettre les dépenses liées à la santé au moment où on déclare les revenus. C'est ça. Ça, c'est un truc quand même très spécifique au Japon. Enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler ailleurs. Par contre, c'est jusqu'à 2 millions maximum. Faut le savoir. Tu les as dépassés. Nous, on a déclaré plus de 2 millions. C'est pour ça que je sais que c'est 2 millions le max. Oui, parce que cette année-là, en fait, on a fait la clinique de fertilité plus l'accouchement. Et qui coûte aussi un petit million. Plus, on a payé 1,5 million, je crois. Donc il y a la péridurale, il y a le médecin, il y a l'hôpital, il y a tout. T'as eu une belle grossesse ? Facile. Mais vraiment, mon mari me dit, c'est cool, hein, tu veux pas être enceinte une 3e fois, là, parce que tes grossesses, alors j'ai eu 0 nausée. Tant pour ta fille que pour ton fils, ça s'est passé super bien. Ouais. 0 nausée, je mangeais ce que je voulais. Mon gynécologue me dit, vous pouvez manger du poisson cru, tout ce que vous voulez, faites attention où vous mangez. Parce que moi, je suis pas immunisée de toxoplasmose, donc il me fait éviter tout ce qui est viande rouge. Mais vous lavez bien vos fruits, vos légumes, et vous pouvez manger du poisson cru. Ok. Donc je me suis fait plaisir en sashimi. J'en ai mangé toute ma grossesse pour mes 2 grossesses. Est-ce que tu peux nous raconter comment, on va dire, ça s'est passé ? Mais c'est comment accoucher au Japon ? J'ai aussi beaucoup de chance parce que ça s'est passé plutôt rapidement. Avec le gynécologue avec lequel j'ai accouché, comme dans beaucoup d'hôpitaux, hein, t'as un birth plan à proposer. Alors moi, j'étais un peu nulle, j'ai juste mis « je veux accoucher avec la péridurale. S'il y a besoin de faire une épisiotomie, vous me le dites. Et je veux pas avoir mal. » Enfin, en gros, j'ai mis 3 lignes sur mon truc. Il a vu mon birth plan, il était mort de rire, il a fait « ok ». Et pour le deuxième, j'ai même pas eu de birth plan. J'ai eu mes premières contractions à 3h du matin. J'ai réveillé mon mari à 5h du matin, donc pendant 2 heures, c'était pas sûr. Donc déjà, tu sais pas ce que c'est une contraction. On me dit « quand tu sens tes contractions, tu nous préviens ». Ouais, d'accord, et c'est quoi une contraction ? C'est un truc que tu sens, mais bon, moi j'ai jamais eu trop de règles douloureuses, donc je sais pas trop ce que c'est. Bizarrement, ton instinct te dit c'est une contraction. Tu le sais. Ouais. Donc à 3h30, je me réveille, je sens un truc là. Ça bouge. Ça bouge et tu sens comme une vague. Mais c'était pas régulier. T'étais proche de la date de ton terme ? J'étais à 13 jours de mon terme et je me suis dit, bon, ça m'arrange parce que je voulais pas accoucher à Noël. Je voulais pas rester à l'hôpital, je voulais boire ma petite coupe de champagne. Donc je ne voulais pas accoucher à Noël. Je me dis, ça arrive. Et je voulais accoucher, je dis la date, je voulais accoucher le 12 décembre parce que c'était facile à retenir. Ah oui, le 12-12. Ouais, mais bon, j'ai pas accouché le 12 décembre. Mais j'étais pas loin. Et du coup, je sens ça. Au bout d'1h30, je sens que ça commence un peu plus régulier. Là, je commence à secouer mon mari. Je crois que ça vient. Là, il se réveille. D'après ce que tu vois à la télé, et nos amis, machin, des accouchements qui sont super longs. Et donc, du coup, on a des chiens, nous, à la maison. Et on se dit, il faut les faire garder. Ah oui. On avait prévu des amis. Hein. Donc, on appelle nos amis qui sont super... à 5h du matin, vous êtes disponible, je vous dépose les chiens, tout ça, machin. Il fait, ouais, pas de souci, je suis déjà réveillé, dépose-moi les 2 chiens et on les garde sans problème. Donc Julien me laisse pendant une demi-heure. Et là, pendant une demi-heure, je fais des allers-retours dans mon couloir, j'étais au bout de ma vie. Parce qu'on prévient notre gynécologue à 5h du matin, il dit, pas de souci, je vous rappelle à 8h pour voir comment ça se passe. Dirigez-vous vers l'hôpital, on se retrouve à l'hôpital. Non, même pas, c'est rester chez vous, on va, parce qu'à 5h du matin, ça commençait, mais c'était pas violent. Sauf que d'un seul coup, j'étais toute seule en fait à la maison, le temps qu'il emmène les chiens, je commence à sentir les contractions qui arrivent de plus en plus. J'ai pas calculé, mais c'était genre toutes les minute et demie. C'était quand même Est-ce que quand même, si tu repenses à tout ça, est-ce que t'étais quand même préparée ?
Tu t'étais préparée à tout ça? J'avais pris une sage-femme française, elle est venue à la maison, on a fait des cours, des exercices de respiration, tout ça, mais en fait je l'ai pris un peu, pas à la légère, mais c'est abstrait pour toi, c'est ton premier gosse, tu sais pas ce que c'est accoucher. En plus, moi, j'ai fait des réunions avec des mamans, des réunions allaitement, j'avais un ventre comme ça, et clairement, je sentais pas la fibre maternelle. Je regardais les gens, je fais, mais je comprends pas, si ton gamin il pleure, je sais pas, laisse-le pleurer, ou si j'avais vraiment... T'étais un peu déconnectée de tout ça. J'étais complètement déconnectée. Et là, quand t'es dans la douleur, est-ce que t'arrives à appliquer les conseils de respiration, le rythme, tu vois, un peu les vocalises? La respiration, oui, parce que il y avait une image qui m'a marqué, elle m'a dit, c'est comme si tu faisais caca. Donc du coup, tu respires et t'es en position caca. Donc, moi, ça m'a fait rire, du coup, j'ai retenu un peu ça. Et c'est surtout que, en fait, quand t'as envie d'accoucher, t'as envie d'aller à la selle. Et en plus, certaines femmes, oui, ça se passe. Et c'est surtout bien derrière. J'avais le traumatisme que ma sœur m'a dit. Ah oui, tu peux faire caca. Tu peux faire caca quand tu t'accouches. Ouais. Et donc, du coup, je veux pas pousser avant de caca partout. Et donc, du coup, je suis allée aux toilettes plusieurs fois. 3 fois, je crois. Et mon mari arrive. Et là, il se dit, il est 6h30, il dit, bon, on va quand même appeler le docteur. Il appelle le docteur, il fait, là, vraiment, c'est violent. Il fait, venez quand vous voulez, venez dès que possible. Et à l'époque, on sait pas pourquoi, on n'a pas pris la bagnole, on a appelé le taxi maternité. Oui. Et en fait, le temps qu'ils arrivent, il était 8h, je crois. Donc déjà, j'étais au bout de ma vie. Le mec dans le taxi, donc c'est taxi maternité, il est au courant, il fait, elle a perdu les os? Non. Mettez bien le shit, hein, mettez bien le papier pour pas en foutre partout. J'étais en train de respirer, je fermais les yeux, mais j'en ai rien à foutre de son papier. Donc j'arrive, et j'étais vraiment au bout de ma vie. Et le médecin, il fait, je vais checker à combien de centimètres vous êtes, hein. D'accord. Et donc je respirais, il fait, oh vous êtes à 9 centimètres. What? Il fait, je vous mets la péridurale. Ouais. Donc à 10h, à 9 cm, ils t'ont mis la péridurale? Ouais, il m'a dit que c'était la limite. Punaise, t'as de la chance. Donc j'ai eu la péridurale, et donc du coup, les contractions redescendent. Ah ouais, là, d'un coup... là, du coup, tu fais... T'es trop bien, t'as remarque, attends, depuis 3h du matin, t'étais réveillée, ça a dû te faire un peu du bien de reprendre tes esprits, là. Bien. À 10h, donc j'ai eu... donc ça a baissé, première péridurale. Du coup, pas assez de contractions. Il réinjecte de l'ocytocine pour augmenter les contractions. Et il me dit, faites 10 push et ça devrait aller. Donc moi, dans ma tête, c'est un truc de sport. Donc je fais 10 push. Et au bout de 10 push, bébé est toujours pas sorti. Et moi, j'étais au bout de ma vie. Et il me fait, bon, vous vous sentez là? Je suis au bout de ma vie, j'en peux plus là. J'étais fatiguée. Il était à peu près 13h. Ouais. Donc ça faisait... ça fait 10 heures que t'es... Ouais, 10 heures, mais ça faisait peut-être que 2 heures que je poussais vraiment, quoi. Mais c'est déjà énorme. Ouais, c'est énorme. Il fait, bon, ok, je sors les forceps et je vous fais une épisiotomie. Tu savais ce que c'était, les forceps? Je savais ce que c'était, mais j'avais jamais... Dans la vraie vie, j'avais jamais vu ce que c'était. Quand t'as la péridurale, tu sens pas la douleur, mais tu sens tout. Et c'était affreux le moment où le bébé sort. Enfin, j'ai tout senti. Tu sens tout. Donc, ma fille est sortie. Elle avait un peu les marques du forceps. Il m'a recousu un petit peu parce que du coup, il a fait, lui, l'épisiotomie. Tout va bien, il l'a pesé, elle va bien, le bébé va bien. Et le truc assez drôle, c'est que pour la préparation... J'avais des chocolats, j'avais de quoi bouquiner, t'as pas le temps de lire. Enfin, voilà. Non, mais toi, tu arrives à la maternité, t'es déjà dilatée à 9, là, il n'y a plus le temps de manger des chocolats et de lire des magazines, madame. Non, c'est ça. En fait, là, t'es plus là-dedans. Par contre, j'ai bouffé les chocolats après. Ah bien sûr, elle a pu te féliciter. Voilà, c'est ça. Et j'avais un brumisateur. Alors, j'avais préparé les vêtements pour pouvoir accoucher, mais alors, tout ce qui est bouffe, j'avais plein de sacs. Qui servait à rien, clairement. J'avais même mon coussin d'allaitement, des préparations, de position, machin. Non, t'as pas le temps, en fait, t'es dans le flow, voilà. Après, le gynécologue est plutôt cool, il me dit, vous voulez accoucher comment, machin, il y avait une possibilité d'accoucher d'une certaine liberté, même avec la péridurale? J'avais deux positions possibles, donc clairement à 4 pattes, je pouvais pas. Sur le côté, voilà, j'étais bien, en fait, sur le dos et les jambes, sur les étriers en position classique. Mais j'avais la possibilité de rester sur le côté parce que quand il te met la péridurale, t'es sur le côté. Tout à fait. Au Japon, on est sur le côté. Ouais, c'est ça. Et la péridurale, j'avais peur parce que apparemment l'aiguille, j'ai rien vu et tout s'est bien passé, ça fait pas mal et voilà. Donc première péridurale de 3h à 13h, donc 10 heures, mais pas 10 heures de travail intense parce que on te dit dès que t'as les contractions, va à l'hôpital, mais en fait vaut mieux que détendre chez toi et que t'arrives et que c'est presque... Donc moi il a percé la poche des os à l'hôpital. Et premier accouchement donc 2022 c'était fin de Covid entre guillemets, mais il y avait encore des restrictions à l'hôpital. Moi j'ai eu de la chance, mon mari a pu rester avec moi jusqu'à 17h. Donc il a pu rester là pendant tout le travail, tout l'accouchement, la naissance. La naissance. Et là après ça s'est passé comment? Il a dû rentrer? Il a dû rentrer à 17h.
parce que fin de visite. Et moi, je suis restée 48 heures à l'hôpital. Parce que je voulais pas rester plus. T'avais fait une demande avant ? Non, t'as fait une demande une fois que t'avais accouché ? Une fois que j'avais accouché, sortir le plus vite possible ? Et en fait, ça s'est pas forcément bien passé avec les sages-femmes là-bas. Donc 2022, elles parlaient pas top anglais, elles avaient leur petit truc, tu sais. 2023 non plus. C'est un établissement que on se recommande beaucoup les unes les autres parce que c'est un établissement qui, je pense, d'un point de vue médical est assez c'est top. C'est top du top. En cas de complication, tu sais qu'il y a tout, voilà. T'as pas besoin de changer d'hôpital. T'as les néonates, tu changes pas d'hôpital, t'as tout sur place, ils ont une banque de sang. Enfin, en tout cas, moi, c'était mes critères. Ouais. Mais non, le staff n'est pas anglophone. Si, maintenant, oui. Pour mon deuxième, tout le monde parle anglais. Tout le monde parle anglais ? J'étais impressionnée. Et tu vois, 2022, je dis... Alors déjà, il y a une gynécologue, enfin pas une gynécologue, une sage-femme plutôt jeune, à mon avis, elle a jamais eu de gosse, et qui, j'arrivais pas au début à allaiter, c'est pas instinctif, c'est dur. Et du coup, elle prend la tête d'Éléonore, et elle le plug dans mon sein, et puis enfin, je sais pas ce qu'elle essaie de faire, et j'ai fait, non, ça marche ça. Et ensuite, donc la première nuit, j'ai pu dormir plus ou moins, mais en fait, ma fille pleurait souvent quand elle était pas dans les bras, et on te dit souvent, dors pas avec bébé, donc tu sais, je la posais dans son petit truc à côté. Mais elle pleurait et moi, j'ai pas dormi en fait pendant 48 heures. Et là, j'étais au bout de ma vie et je me suis dit, j'ai pas mon mari, je suis toute seule, c'est mon premier enfant, j'ai pas ma famille, je veux pas être toute seule au biais, c'est trop dur. Et donc j'ai dit à mon mari, je veux sortir. Et il me dit, ok, on va voir avec le gynécologue, on va voir ce que le pédiatre dit sur place pour l'enfant. Et en fait, tout ouvert, ils ont dit, ok, vous sortez. Attention, par contre, votre fille, il y a un début de jaunisse, faites attention. Faut faire des prises de sang régulièrement. Donc, on a une sage-femme qui est venue à la maison. Elle a fait les prises de sang, elle a fait des tests. Effectivement, elle avait un début de jaunisse. Donc, on est allé tous les jours à Écou pendant 3-4 jours pour faire des tests, pour savoir si son taux de bilirubine descendait. Et au début, ils ont insisté fortement à chaque fois qu'on y allait. Vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on la garde ? Parce qu'elle était à la limite de rester à l'hôpital. Mais moi, j'étais en plein allaitement. Je ne voulais pas foirer mon allaitement, la laisser 3 jours et c'était mort, quoi. Elle était en mode bibi. Et en fait, là, il y a une des sages-femmes de Haïku qui est venue et qui a fait, je vous conseille, là, juste de la faire boire beaucoup. Donc, vous la mettez au sein le plus possible. Si vous êtes fatigué, vous mettez le biberon pour qu'elle puisse éliminer, en fait, via ses selles. Ah, ok. Et il fallait la faire boire. Et en fait, on a fait ça pendant 3 jours. Et au bout du 3e jour, on s'est dit, de toute manière, au bout de 3 jours, si le taux est encore tout limite, on la laisse. Enfin, on peut pas la garder. On la laisse à l'hôpital et voilà, enfin. Et en fait, c'est descendu. Et on l'a ramenée à la maison avec nous. Donc pendant les 3 premiers jours, c'était un peu compliqué. Mais au final, l'allaitement bien mis en place. Elle a pu rester avec nous et ça s'est très bien passé, sans souci. Mais bon, faire des allers-retours assez régulièrement à l'hôpital, c'est un peu flippant. C'est ce que j'allais te dire. J'allais dire, là, c'est ton premier enfant dans un pays dont tu ne parles pas la langue, avec ton mari toujours en support, qui est quand même l'interprète. Il a eu 2 mois avec moi. Voilà, donc il est papa, mais il est aussi mari-interprète parce qu'il est là pour vous deux, mais il a besoin d'être là pour le corps médical. Tu rentres chez toi, t'as trouvé les 48 heures à la mater hyper dures, horribles. T'es dans quel état ? Eh bien, on t'explique quand tu fais des réunions allaitement que le lait, donc c'est que le colostrum au début, mais le lait arrive que au bout de 2-3 jours. Et en fait, ma montée de lait est arrivée quand je suis rentrée à la maison. Et là, l'allaitement, ça a tout déclenché. J'ai dormi, j'étais sereine, j'étais chez moi et pouf, ça s'est super bien passé à la maison. Et du coup... Vous aviez prévu des choses particulières un peu pour ce postpartum immédiat là ? Comment vous vous étiez préparé sur l'après ? Une fois que l'enfant allait arriver, c'était quoi votre organisation familiale ? Est-ce que vous aviez identifié des ressources qui allaient pouvoir vous aider, vous soulager ? Alors pour la première, mes parents sont jamais venus au Japon. Et ils m'ont dit, on vient au Japon que si t'as un enfant. Ils sont venus et ma mère est arrivée, truc qu'il fallait pas faire, elle est arrivée 2 jours après mon accouchement. Trop tôt, voilà, c'est... Trop. Et je pense pour le deuxième, ça aurait été une bonne idée, mais pour la première, t'as besoin d'avoir un temps cocooning avec ton mari, ta famille, juste ton cercle à toi. Et on savait pas parce que c'est ma première et parce que j'étais loin et que ma mère voulait me voir. Enfin, ce que je peux comprendre. Et en fait, ils devaient rester 1 mois, ils sont restés 2 semaines. Ils sont partis au bout de 2 semaines parce que c'était trop. Tu vois, on a de la place à la maison, mais mes parents n'étaient pas autonomes à aller à l'extérieur. Première fois au Japon, c'est pas eux qui allaient te faire tes courses et t'aider. Voilà. Et donc, ils avaient toujours besoin de Julien. Donc, en fait, Julien a fait des allers-retours entre l'administratif, déclarer l'enfant. Mon visa s'est expiré le 20 décembre. Et on s'en est rendu compte en faisant les papiers d'Éléonore. Et du coup, il a dû faire les papiers en même temps qu'il a déposé les papiers pour Éléonore. Et donc, voilà. Et donc, on a dû aller à l'immigration. J'avais accouché de 15 jours, un truc comme ça. Mon Dieu, le branle-bas de combat. Il a appelé l'immigration pour dire, est-ce que je peux déposer les papiers à la place de ma femme ? Elle vient d'accoucher. Donc, l'immigration, oui, pas de souci. Mais du coup, faut juste appeler et leur dire. Si t'arrives par défaut et que tu fais à la place de ta femme, je pense que ça passe pas. Mais nous, on a appelé et ils nous ont dit, ok, pas de souci, elle vient d'accoucher et tout ça.
On a fait les trucs dans l'ordre. Et du coup, j'ai eu mon petit papier d'extension au bon moment. Voilà, et ton nouveau visa. Voilà, et mon nouveau visa. Ah, mais... donc, déjà, au niveau administratif, c'est un peu chiant parce que faut que tu ailles à la mairie, faut que tu ailles à l'ambassade, immigration, enfin, plein de trucs. La mairie, ça fait de ma part, la mairie de ton coup où tu déclares la naissance, c'est 15 jours. C'est 15 jours. Et l'ambassade, c'est 1 mois. Donc, mine de rien, c'est intense pendant 1 mois. Ouais, et t'as plein de délais, et il y a quand même plein de paperasses, et il y a les photos à faire. C'est ça. C'est ça. Donc il y a plein de choses à faire et mes parents étaient là, ils m'ont aidé et pas aidé parce que ma mère a fait à manger, donc ça c'était cool. Mais ils sont pas autonomes pour aller faire les courses. Et il y avait Noël. Et donc j'ai fait le repas de Noël et le 24 au soir, mon beau-père est arrivé. Donc en fait j'avais mon beau-père, ma belle-mère... Genre t'as fait un repas de Noël pour genre 5 adultes là ? Pour 6, 7, 8 adultes, parce que du coup il y avait mon beau-frère qui était là et ma belle-sœur. Alors que tu t'étais en postpartum de quoi ? D'une semaine ? 2 semaines ? 2 semaines. Waouh, respect. Enfin merci Picard aussi. Parce que oui, non mais d'accord, mais quand même, respect, parce que 2 semaines, des fois t'as juste envie d'être peinard dans ton lit. T'étais comment physiquement ? T'étais en forme ? J'étais en forme, j'ai pris 15 kilos pendant ma grossesse et j'ai perdu 18 kilos à la fin. Donc j'avais perdu plus que... Ah ouais, ok. À l'accouchement j'ai déjà perdu 10 kilos, entre les os, le bébé, tout ça. Ouais. J'ai perdu, en plus j'avais fait un peu de rétention d'eau, donc Bien tout sûr. est parti. Et j'étais plutôt en forme parce que il y a le nouvel an. Et dans mon quartier, il y a les mikoshi. Et en fait, mes parents gardaient ma fille au chaud à la maison, mais moi, je suis partie avec les mikoshi. Tous les Japonais font « Attends, t'as accouché il y a 3 semaines ? Mais t'es dehors ? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» J'avais besoin de sortir, j'avais besoin de prendre l'air et ça me faisait du bien. Je sortais pas longtemps au tout début, je suis rentrée au bout de 48 heures et au bout de 5 jours même pas, je sortais déjà mes chiens, mais j'en avais besoin en fait de prendre l'air. J'avais ma fille en porte-bébé, on faisait des petits tours de pâté de maison, mais même si c'est là, ça fait du bien. Je suis d'accord. L'avantage au Japon, c'est que y a du soleil l'hiver. Donc vu qu'elle avait besoin de bilirubine, enfin de vitamine D, ça faisait du bien. Est-ce que tes parents, ils sont fortement imprégnés de la culture vietnamienne ? Je pense que oui, quand même. Oui. Mais fortement aussi imprégnés de la culture un peu française sur le côté... faut travailler, faut donner le biberon. Enfin, alors que ma mère a allaité. Mes frères et sœurs sont de Vietnam. Parce que ma question, j'allais te demander, est-ce qu'en ayant ta maman chez toi là, dans la semaine suivant ton accouchement, est-ce que ta mère, elle t'a un peu, je sais pas moi, fait des plats, est-ce qu'elle t'a transmis un savoir sur de la maternité au Vietnam, tu vois? Alors, est-ce qu'elle a... Elle m'a pas forcément donné des plats typiques, tu sais, après accouchement, ou tu sais, mais elle m'a fait des plats que j'aimais bien. D'accord, ok. Donc elle m'a coucounée quand même. Okay. C'est ma maman, donc elle m'a coucounée, mon papa aussi. Avec Julien, vous vous organisez comment ? Il est en congé combien de temps ? Il est en congé, donc à l'époque, il y avait 1 mois de congé paternité avec son entreprise, et lui, il avait pris 1 mois de congé... Sans solde ? Non, de congé, il avait gardé ses congés. Okay. Donc du coup, il est resté 2 mois avec moi. Est-ce que là, vous étiez informé de toutes les aides du coup, ou pas tellement ? Tu sais, les doulas, les babysitters, est-ce que tu savais à l'époque ? Si, parce que du coup, pendant la grossesse, t'as des rendez-vous à la mairie. En tout cas, nous ont dit, il y a des rendez-vous à la mairie, on doit aller... Donc, pour mes 4 mois de grossesse, on y allait pour déclarer que j'étais enceinte, parce que du coup, t'as des cahiers, des coupons. À ce moment-là, ils t'expliquent tout. Pendant 1h30. Donc, ils ont tout expliqué à Julien qui m'a tout expliqué, donc j'avais fait des screenshots, j'avais mis sur mon agenda à tel moment, fallait... Pour notre fille, on a eu 50 000 yens pendant la grossesse. Sur le site du gouvernement ? C'est ça. Ok, oui. Et je crois qu'à la naissance, t'as 100 000 ou 150 000... Enfin, je crois que j'ai eu 150 000 yens en tout pour ma première. Et après, ils te disent aussi que t'as une liste de doulas, de babysitters, de machin. Vous avez sollicité les services ou pas du tout ? Non. Pas du tout. Parce qu'en fait, à 2, ça s'est très bien passé. Ouais. Enfin, on était bien rodés et j'ai eu de la chance et ma fille à 2 mois elle faisait ses nuits, donc on avait notre rythme et au début alors oui on avait préparé sa chambre très à l'européenne, elle a sa chambre, son lit, son machin, elle a dormi 6 mois avec nous. Elle a fait du cododo, elle était tout le temps avec nous et au bout de 3 mois vu qu'elle faisait ses nuits on s'est dit on va la basculer et en fait mon mari oh mais non mais elle est trop mignonne, elle reste avec nous, donc c'est mon mari qui a insisté et puis au final oui elle est trop mignonne donc en fait elle est restée avec nous en cododo très longtemps quoi. Au final toutes les projections qu'on a avant sont bien bouleversées quand toutes ils les arrivent. Attentes, tout ce qu'on en fait on se dit on va faire ça un peu à la française, au bout de 3 mois je reprends le travail, au bout de 3 mois tu regardes tu fais mais non mais elle est minuscule. C'est pas possible. Et en fait pendant 1 an quasiment j'ai pas repris le travail et je suis restée avec elle. Et là est-ce que donc t'as eu cette première expérience de maternité, ce premier postpartum, est-ce que t'as identifié des choses que vous avez fait différemment ta fille et ton fils ?
Alors déjà, pour le sac de maternité, il y avait 2 fois moins de... Il y avait rien Ouais. quasiment. Deuxième, tu vas avec un petit sac, tranquillou. Et voilà, j'avais rien. J'avais quand même mon coussin d'allaitement, mais pour l'après. Mais clairement, je l'ai pas du tout sorti pendant l'accouchement. Et clairement, mon fils, c'était un accouchement éclair. Ah oui. 7 heures, premier contraction. Le temps qu'on appelle nos potes, nos machins pour garder Éléonore et les chiens, forcément. Le premier arrive à 10 heures. À 10 heures, Au bout du rouleau. J'étais au bout du rouleau. On prend notre bagnole, là on n'appelle pas le taxi. Hein. On prend notre bagnole, on arrive. À 10h30, j'arrive à la salle d'accouchement. Je vais checker combien vous êtes. Donc, entre temps, on prévient le gynécologue à 7h, machin. Il fait, je check. Il fait, vous êtes à 10 cm. Je dis, putain, c'est pas possible. Donc là, t'as accouché sans péridurale. Mais il me dit, je peux vous mettre la péridurale. Mais il me dit, ça va aller plus vite sans. Et là, j'ai fait, on fait 100, je veux que ça aille vite. T'as accouché sans péridurale. En une demi-heure. En 2 push. Il me fait, surtout, poussez pas. Mais là, faut que ça. Premier push, j'explose. Ça fait, j'en fous partout. Et deuxième push, mon petit garçon sort. Et là, la douleur. C'est supportable. Disons que les contractions, c'est tellement douloureux que je pense que le fait qu'il sorte assez vite, c'était plutôt supportable. Il m'a dit que j'avais une micro-déchirure, donc il m'a un peu recousu. Donc là, il m'a mis une petite anesthésie pour pouvoir recoudre. Et ce qui est, donc pareil pour ma première que pour mon deuxième, ce qui est un peu pénible, c'est que il me demande de faire pipi aux toilettes. Ouais. Et ça, c'est, j'ai pas réussi. Déjà que je fais pas naturellement pipi 10 fois par jour. Oui. Et donc en fait, ils te mettent une sonde pour te vider. Oui. Et c'est plutôt désagréable. Et ils m'ont fait ça pour les deux, j'avais oublié, mais ils m'ont fait ça pour les deux. Mais moi aussi j'ai eu ça. Hein. Ouais. Alors que si tu fais pipi naturellement dans les toilettes, ils te font pas. Mais du coup. Ah, mais tu veux dire qu'ils l'ont pas, pardon. Ouais. Ils ont pas posé la sonde. Ah non, parce que moi ils ont posé la sonde. Moi ils ont posé la sonde comme je suis partie en césarienne, ils ont. Alors que moi, c'était accouchement naturel les deux et ils m'ont dit donc après l'accouchement, on vous emmène aux toilettes. Si vous y arrivez pas, je vide. Là, l'avantage c'est que j'ai de la chance aussi pour les deux, c'est que période Covid, mon mari a pu faire du pot à pot avec ma fille. Et là, deuxième 2024. Pas de restriction, donc encore des restrictions pour le mari pour qu'il puisse venir ou pas. Mais oui, il y a des horaires. Le matin, il n'y a pas de visite puisque c'est le temps du soin pour la mère et l'enfant. Pour le coup, là, j'ai apprécié mon séjour à l'hôpital. Et je suis restée 5 jours. Ah ouais, t'as resté la durée complète. Là, tu les as pris tes 5 jours. Je les ai pris, tranquillou, sans enfant, sans mari, sans rien. Et surtout pour l'allaitement, clairement, j'ai mis bébé tout le temps au sein avec moi. Je maîtrise maintenant l'allaitement. Et c'est surtout, il était tout le temps avec moi. Et donc, il dormait sur moi et je m'en fichais qu'il dorme sur moi. Et je me reposais comme ça. Au bout de la première, j'ai accouché à 11h. Du soir à 11h du matin, tu vois, à 10h du matin, je suis arrivée, à 11h, j'ai accouché. Et en fait, à 17h, j'ai pris ma douche. Ah oui, parce que tu pouvais te lever. Et je pouvais me lever. Et vraiment, je recommande en fait le sang péridurale au final. Ah oui. Il y a une récupération plus rapide. Pour moi, la récupération était beaucoup plus rapide. Bien sûr. Et quand tu le sais pas, t'as peur, tu flippes pour le premier, donc forcément péridurale. Mais au final, c'est douloureux sur le coup, mais la récupération est tellement plus rapide. Je pense que t'as un corps qui doit être quand même sacrément fait pour enfanter. Parce que non mais attends, tu te rends compte ? T'as des accouchements super rapides et t'as l'air de vachement bien gérer ta douleur. Peut-être, je sais pas. Pour moi, c'est pour ça que mon mari me dit, allez, on fait un petit troisième. Ça se branche ça ou pas ? Pas trop. Ça fait beaucoup. Financièrement, ça fait quand même cher. Au final, nous, nos enfants, on les mettra pas dans à l'école japonaise. Non. Ok. Vous visez une scolarité privée ? Ouais. Donc onéreuse. Un grand merci Magali pour tout ce partage là, très honnête, plein de vie sur ces accouchements et ces postpartum. Tu le sais, dans le podcast, on fait toujours un petit focus sur cette parentalité à l'étranger et principalement au Japon, puisqu'on est aujourd'hui toutes les deux au Japon. Voilà, j'aimerais que tu nous parles un peu des petites traditions, des routines, des coutumes locales que tu aimes et que peut-être tu célèbres avec tes enfants. Eh bien, moi, je suis plutôt bien implantée dans mon quartier, parce que déjà, mon mari fait partie de l'association de quartier. Nos voisins, on les connaît, c'est que des Japonais, mais on s'entend super bien. Et que ce soit, donc j'ai 2 maisons, j'ai une maison à Tokyo et une maison à la mer. Que ce soit à Tokyo, à la mer, on connaît tous nos voisins. Et en fait, pour les 3 mois, enfin ce qu'on appelle les 100 jours, c'est quasiment 3 mois. Pour les 100 jours des enfants, ils fêtent ce qu'on appelle le Okusome. Donc c'est le premier repas de l'enfant. Et donc nos voisins à la mer, petites voisines à la mer, nous ont offert donc du coup une petite donation. Donc je crois que c'est 2 000 yens dans un petit truc. Et ils ont fait la cérémonie avec nous. Donc elles nous ont expliqué comment faire. On a acheté le repas du Okusome. Donc il y a des petits cailloux, il y a du poisson, il y a plein de petits plats. On donne à l'enfant, on fait semblant de lui donner à manger, pour plus tard, pour qu'il puisse grandir en bonne santé. Tellement touchant que ce soit les voisins qui organisent. Ouais. Donc deux petites mamies super gentilles qui ont déjà des petits-enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'ils étaient tout seuls, mais... Vous êtes à côté. Ouais. Elles voient tes enfants plus souvent que leurs petits-enfants, donc au final... C'est possible. Ouais. Et donc du coup, on a fait ça pour les deux.
Et là, en grandissant, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire avec eux? Les matsuri, est-ce que... Tous les matsuri. Ouais. Alors, ma fille adore les matsuri et on en fait que ce soit à Tokyo ou à Miura. Et pareil, à Miura, en fait, on est les seuls gaijin. Enfin... Oui, vous êtes une famille très identifiée, Ouais, identifiable. Oui. On sait, et pareil, on fait partie, nos amis sont très proches de leur quartier, et donc du coup, ils nous impliquent à chaque fois. Et je sais que notre fille, par exemple, ils avaient donc des taiko, le char de taiko qui se baladait, et ils ont pris ma fille, ils l'ont mis dans le char, et elle a joué avec, et enfin, c'était assez drôle, quoi. Et on est très impliqués, et tous nos voisins, on a le t-shirt de l'association de quartier, et on fait des fêtes de voisins 2 fois par an, l'été, enfin printemps et automne. Est-ce que tu dirais quand même que cette vie de quartier, cette vie, je vais dire quasiment familiale autour de vos enfants, tu penses qu'elle est différente ici au Japon de ce que vous auriez eu en France? Ah bien sûr. Parce que je me vois déjà avant moi sans enfant. J'étais à Paris, j'entendais mes voisins avec leurs gamins, j'avais juste envie de les claquer. Et en fait, on connaissait pas nos voisins, dans l'immeuble ou quoi que ce soit. Alors après, à Tokyo, je suis en maison individuelle. Mais déjà, la coutume quand t'emménages dans un quartier, dans un immeuble ou quoi que ce soit, c'est que t'apportes un petit cadeau à tes voisins pour faire connaissance. Et rien que ça, tu vois, nos voisins ont été surpris d'avoir des gaijins qui fassent cette tradition. Et en fait, ils ont adoré quand on a amené ça à notre voisine. C'est comme ça qu'on a connu notre association de quartier. On a emménagé, je crois, en juillet. Et il nous a dit, il y a un matsuri en fin août, début septembre. Inscrivez-vous. Là-bas, vous pourrez faire des matsuri, des mikoshi. Ouais, c'est et super tous agréable. nos voisins nous connaissent. Oui, et puis je trouve qu'en ayant des enfants, il y a une vraie gentillesse. C'est ça. Il y a de la bienveillance. Ouais. Quand on sort avec les enfants, ils disent forcément coucou, machin. On sait jamais si... Il y a, je sais pas moi, tremblement de terre ou quoi que ce soit, il se passe quelque chose de dangereux. Oui, tu as des personnes relais. On a des personnes, on leur a jamais demandé. Oui, mais on sait qu'ils sont là. Je suis d'accord. Et tous nos voisins à la mer, pareil, on offre des omeyage et ça va crescendo. Il y a une autre voisine, on la voit que à la mer, donc c'est 1 fois par mois et encore. Et à chaque fois, elle voyage énormément, elle nous ramène un cadeau, elle nous ramène des cadeaux pour les enfants. Et à chaque fois, on se dit, nous on doit ramener quelque chose. Et ça n'arrête pas. Et on s'offre tout le temps des cadeaux. Tout le temps. Et on garde des liens comme ça avec nos voisins. Oui, mais c'est chouette. C'est chouette. Et puis pour les enfants, je trouve que c'est un super beau modèle aussi. Ouais. Dans la gentillesse et l'empathie aussi à l'égard des autres, ce côté de faire des cadeaux, c'est le soin de l'autre. Je trouve ça hyper et elle bien. connaît tous nos voisins, elle sait qui c'est, elle les identifie, elle sait qu'elle se sent en sécurité, parle avec eux en japonais tout le temps. Bah ouais. Elle l'adore. Donc là, ça c'est déjà un pan de ta vie que t'adores avec tes enfants, c'est ces bonnes relations de voisinage. Est-ce qu'il y a d'autres situations où t'apprécies quand même particulièrement d'élever tes enfants ici au Japon? Rien que la crèche, le hoikuen, quand je dis le ratio à mes amis français, par exemple, c'est 4 enfants, il y a une personne adulte pour 4 enfants, il faut quoi? Et encore, mon fils est arrivé dans les classes des 0. Ouais. C'est un adulte, un enfant. Non, c'est pas possible. Et on paye depuis septembre 0. Ouais. Gouvernement de Tokyo, gratuité des crèches publiques depuis septembre. Ouais. C'est ça. Et à l'époque, on payait vraiment rien du tout. Et on se dit, mais en France, ça te coûte un bras, une crèche. Ouais, pour des conditions qui maintenant et ça me fait peur tout ce que j'entends. Alors, moi, j'aime pas regarder les infos en France parce que déjà, c'est anxiogène. Et en fait, à chaque fois, j'ai mes amis, ah ouais, non, mais il y a eu ça, il y a eu ça. T'as vu ça dans les news? Non, je veux pas voir, je veux pas savoir. C'est triste. Oui, on est très préservé de ça ici. C'est ça. On est un peu trop, mais je me dis c'est pas mal. Ouais, le hoikuen ici, c'est incroyable. Et les gens sont bienveillants, ils sont gentils comme tout. Ils nous appellent à chaque fois. Ah, elle s'est cognée, c'est comme chaque enfant, elle se tape tous les jours, elle se cogne, c'est pas grave. Hein. Et même les médecins et la communauté française. En fait, mine de rien, même si on est au Japon, on est content de retrouver la communauté française. Ouais. Et vu qu'on est peu, on est proches. Ouais. On se fait des amitiés assez facilement, plus facilement en tout cas, parce qu'on a quelque chose en commun. Oui, et puis il y a ce côté de... On est loin et on essaie d'être solidaire. Après, il y a des gens qui ont une vraie volonté d'intégrer ce côté communautaire parce qu'ils en ont besoin. Et puis il y a des gens qui sortent complètement de cet aspect communautaire parce que ça les intéresse pas. Mais c'est tout à fait entendable aussi. Donc, oui, c'est ça. Pour terminer, on va dire, cette interview, j'ai des petites questions un peu rituelles. Qu'as-tu appris sur toi-même grâce à cette maternité à l'étranger? Est-ce que le fait de devenir maman, loin de chez toi, loin de tes parents, loin de tes repères, est-ce que ça a développé des compétences particulières? Tu vois, est-ce que ça t'a appris un truc fort en fait sur toi? La patience. Ouais, ok. Appris la patience et au final relativiser sur des choses. Je le dis souvent à ma fille, c'est pas grave. On est seul mais pas tout seul.
Voilà, mon mari est là et je pense que je m'appuie plus sur mon mari au Japon. Je pense que je l'aurais pas autant sollicité en France. Parce qu'en France, peut-être que j'aurais ma famille et que j'aurais plus demandé à ma famille. Mais là, au final, à chaque fois qu'on a des problèmes, on s'est débrouillé à deux, on s'est toujours débrouillé à deux. Et au ça final, vous a vachement renforcé? Bah ouais, on est super proches. Et pour terminer, est-ce que toi, t'aurais aimé qu'on te dise à l'époque, quand tu t'apprêtais à vivre cette maternité à l'étranger, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais aimé qu'on te dise et qu'on ne t'a pas dit et que t'as découvert en étant maman? Pas particulièrement, parce que je pense que j'ai été quand même bien accompagnée via les associations françaises. En fait, je me suis beaucoup renseignée avant et j'ai pas été trop dépourvue. Et vraiment, ne pas avoir peur de demander de l'aide quand on en a besoin. Ça, c'est un bon conseil. Ça, c'est super. Oser solliciter de l'aide quand même on en a si, besoin. Mine de rien, même si on connaît pas les gens depuis longtemps, on crée des liens plus facilement puisqu'on est tout seul, loin de nos familles, on connaît tout ça. Et au final, il n'y a pas de questions bêtes, les ressentis sont différents, mais ouais, il faut pas hésiter à partager, à en parler, quoi. Faut pas rester tout seul. Le plus important, c'est sortir et de pas rester tout seul. Et même si on se sent fatigué après l'accouchement, il faut avoir du temps pour soi, mais il faut sortir, voir d'autres mamans, même si on n'aime pas les gens, bah ça fait du bien en fait. Ne pas rester tout seul. Eh ben, c'est un très joli mot de la fin. Magali, un grand merci pour ton partage d'expérience, pour tous tes conseils. Je pense que ton récit va en aider plus d'un et en éclairer plus d'une, donc un grand, grand merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Ère, Nouvelle Mère. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode ou les précédents. Vous pouvez retrouver les ressources et les coulisses du podcast sur Instagram, @nouvellemère.lepodcast. Et petite nouveauté, pour vous aider au quotidien, j'ai créé une Google Maps avec toutes mes adresses préférées et les adresses testées et approuvées partagées par mes invités. Le lien est disponible directement dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage de maternité à l'étranger.